Bonjour, aujourd'hui on plonge au cœur de la machine politique française pour décrypter son fonctionnement. L'idée, c'est de comprendre ensemble de façon claire l'architecture de la Ve République. Qui fait quoi? Comment les pouvoirs s'équilibrent? C'est ce qu'on va voir. Alors, la grande question, au fond, elle est simple. Comment ça marche concrètement le gouvernement français? De l'Élysée au Parlement, en passant par le rôle de chacun, on va assembler les pièces de ce grand puzzle institutionnel. Voici notre feuille de route pour aujourd'hui. On va commencer par les fondations, la Constitution, puis on explorera le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, ensuite on regardera les mécanismes qui régulent tout ça, et on terminera par quelque chose d'essentiel, la place du citoyen dans ce système. Allez, on y va. Pour comprendre comment la France est gouvernée, il faut partir de la base, du document fondateur. Ce document, c'est la Constitution. C'est elle qui fixe les règles du jeu pour tout le monde. En fait, il faut voir la Constitution comme le mode d'emploi de la République. C'est le texte suprême qui dit qui a le droit de faire quoi, quelles sont les limites. Bref, elle organise tous les pouvoirs, du président jusqu'aux administrations. Bon, tout en haut de l'État, on trouve le pouvoir exécutif. Mais ce qui est particulier en France, c'est que ce pouvoir a deux têtes. C'est un duo, un tandem, avec d'un côté le président de la République et de l'autre le gouvernement. L'élection présidentielle, elle a beaucoup évolué. Au début, le président était élu indirectement. Puis on a eu le fameux septennat, à mandat de 7 ans. Et depuis 2000, on est passé au quinquennat, 5 ans. Le grand changement, c'est surtout que le chef de l'État est élu directement par l'ensemble des citoyens, ce qui lui donne une très forte légitimité. Et quand on regarde ses pouvoirs, eh bien, ils sont considérables. Il est le chef des armées, il nomme le Premier ministre, il peut dissoudre l'Assemblée nationale, il est même le gardien de la Constitution. Ces prérogatives, définies par des articles très précis, sont vraiment très larges. Le pouvoir de dissolution, ce n'est pas juste un truc théorique. L'actualité récente nous l'a bien montré. C'est un des outils les plus puissants du président. En un instant, il peut remettre les compteurs à zéro et redemander aux Français de choisir leurs députés. C'est une arme politique majeure. Mais attention, le président ne gouverne pas seul. Il y a le gouvernement, avec le Premier ministre à sa tête, installé à Matignon. C'est lui qui, au quotidien, conduit la politique du pays. L'un, à l'Élysée, fixe le cap et incarne la nation. L'autre, à Matignon, met en œuvre et est responsable devant le Parlement. C'est un équilibre subtil et parfois compliqué. Bien, on a vu le pouvoir exécutif. Passons maintenant à ceux qui fabriquent la loi. C'est le rôle du Parlement, le véritable moteur législatif du pays. Le Parlement français est ce qu'on appelle bicaméral. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement qu'il est composé de deux chambres. D'un côté, on a l'Assemblée nationale, avec ses députés élus directement par le peuple, et de l'autre, le Sénat, qui représente plutôt les territoires, comme les communes ou les régions, et dont les sénateurs sont élus indirectement. Deux logiques, deux rôles différents. Alors, comment un texte devient une loi? C'est un processus assez long qu'on appelle la navette parlementaire. Imaginez le texte qui fait des allers-retours entre l'Assemblée et le Sénat jusqu'à ce que les deux chambres se mettent d'accord. Et si jamais le désaccord persiste, c'est l'Assemblée nationale, élue au suffrage universel direct, qui a le dernier mot. Et pour que tout soit bouclé, le président doit ensuite signer le texte, on appelle ça la promulgation. Avoir des institutions, c'est bien. Mais pour qu'une démocratie fonctionne, il faut des garde-fous, des mécanismes pour s'assurer que le pouvoir n'abuse pas de son autorité. Le premier de ces garde-fous, c'est le pluralisme. Ça veut dire tout simplement que différentes opinions politiques ont le droit d'exister et de s'exprimer à travers différents partis. Dans une démocratie, l'opposition n'est pas une anomalie, c'est une pièce essentielle du débat public. Ensuite, on a des sortes d'arbitres indépendants. Le Conseil constitutionnel qui vérifie que les lois respectent bien la Constitution. Le Conseil d'État qui peut être saisi par un citoyen s'il estime qu'une décision de l'administration est injuste. Et enfin, la Cour des comptes qui épluche les dépenses de l'État. Leur but, c'est de s'assurer que les règles du jeu sont respectées par tout le monde. Tout ça nous amène à un principe absolument fondamental, la séparation des pouvoirs. L'exécutif, le législatif et le judiciaire doivent être indépendants les uns des autres. Par exemple, un ministre ne peut pas être député en même temps. C'est cette séparation qui évite que tout le pouvoir soit concentré dans les mêmes mains. On a beaucoup parlé des institutions, de l'État, mais la démocratie, ce n'est pas qu'une affaire de professionnels de la politique. Le citoyen a un rôle central à jouer, notamment à travers son engagement. Pour mesurer cet engagement, regardons ce chiffre. 1,3 million. C'est le nombre d'associations actives en France. C'est juste énorme. Un maillage incroyable sur tout le territoire. Et pour faire vivre ces associations, il y a ce deuxième chiffre, 24 millions. C'est le nombre de bénévoles. Une force collective absolument gigantesque, qui montre l'implication des gens dans la vie de la société. Et ce graphique, il résume tout. Un Français sur deux est membre d'une association. Ce n'est donc pas du tout une activité minoritaire. La vie associative est vraiment au cœur de la société française. D'ailleurs, ces associations sont souvent vues comme des écoles de citoyenneté.
On y apprend à débattre, à respecter des règles, à mener un projet collectif. En un mot, on y apprend le civisme. Finalement, tout cet engagement dans les associations, les syndicats, les partis, ça contribue à former ce qu'on appelle l'opinion publique. C'est important de noter que l'opinion publique, ce n'est pas juste l'avis de la majorité, c'est l'ensemble des courants d'idées qui traversent la société et que les politiques doivent prendre en compte. Et tout ça nous amène à une dernière question pour réfléchir. Dans un système comme le nôtre, avec un pouvoir exécutif aussi fort, est-ce que cette force tranquille, cette immense mobilisation citoyenne au sein des associations, ne serait pas finalement le contre-pouvoir le plus essentiel de tous? C'est une question qui mérite d'être posée.